Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons aborder dans ce quatrième chapitre des notions relatives à la modélisation graphique des solides dans les systèmes de CFAO. La présentation abordera les points qui apparaissent dans le plan suivant. D'une façon générale, un modèle de données géométriques représente un ensemble de données mathématiques caractérisant une forme dans l'espace. Les systèmes de CFAO sont en général construits autour d'un modeleur essentiellement géométrique, bien que la tendance actuelle soit de proposer des modèles de produits à forte sémantique, intégrant ces caractéristiques géométriques, mais aussi des caractéristiques technologiques, des contraintes, des cotations, etc. De nombreux modèles mathématiques peuvent tenter de traduire la forme que l'on cherche à concevoir. Ils se caractérisent donc par le fait qu'ils modélisent la forme de façon exacte ou approchée, qu'ils soient facilement créés et modifiés, et on parle d'opérateurs spécifiques à un modèle donné, qu'ils soient plus ou moins bien adaptés à une application donnée, comme la visualisation, l'usinage, la cinématique dynamique, le calcul de structure, etc. Il existe plusieurs familles de modeleurs graphiques qui appartiennent à différentes générations de systèmes de CAO. La première génération de ces modeleurs regroupe des logiciels dans lesquels l'objet est représenté par la projection de ses bords sur un plan 2D. À l'époque, on parlait de système de dessin assisté par ordinateur et non pas de CAO. La deuxième génération des modeleurs graphiques représente les systèmes où l'objet est représenté par ses bords en 3D. C'est la représentation en fil de fer ou en anglais wireframe representation. Dans la troisième génération des modeleurs graphiques, l'objet est représenté en 3D par ses surfaces limites. Et ces surfaces peuvent être représentées par des modèles à pôles comme les surfaces Bézier ou les surfaces spline ou NURBS qu'on a abordé dans le chapitre précédent. Dans la quatrième génération des modeleurs, l'objet est représenté par l'espace 3D qu'il occupe. Et là, on assiste à l'apparition des systèmes CSG et BREP qu'on développera plus loin dans ce cours. Dans la cinquième génération, l'objet est représenté par ses caractéristiques et à travers l'historique de sa construction. Et enfin, la sixième génération regroupe les modeleurs où on procède à la modélisation directe de l'objet en 3D sans se préoccuper de l'historique de construction. Donc on capte l'intention du modélisateur. Ces modeleurs comportent des caractéristiques communes. La définition de forme consiste en un certain nombre de manipulations interactives comme l'utilisation de menus de fonctions par la souris, désignation d'entités du modèle à l'écran, entrée d'informations alphanumériques au clavier. La définition des formes est réalisée progressivement par création d'éléments de construction intermédiaires. D'autre part, ces éléments vont pouvoir être modifiés ou effacés. On voit donc que le concepteur va devoir gérer une collection d'éléments, c'est-à-dire une base de données ou bibliothèque. L'utilisation de transformations géométriques comme translation, rotation, homothétie ou symétrie, appliquée à un seul élément ou un groupe, permet de déplacer cet objet avec ou sans duplication. Deux méthodes de construction des éléments géométriques existent en général. La saisie interactive des paramètres de définition ou la définition de l'élément par contrainte. Les opérateurs de contrainte sont appartenance, A, passant par, tangent à, parallèle, faisant un angle 2, etc. À la définition géométrique des éléments s'ajoutent des attributs comme ceux de la couleur, l'épaisseur du trait, type de trait, etc. Les systèmes de CAO intègrent
tous la notion de travail par calque ou couche. Ainsi, à tout moment, on se positionne dans un calque parmi M. Tout élément est mis par défaut dans le calque courant à sa création. L'utilisateur définit ensuite des filtres de visualisation qui sont des séries de calques qu'il applique à un moment donné, faisant apparaître à l'écran les seuls éléments des calques de ce filtre. Les logiciels modernes permettent une conception directe en 3D et sont surtout intéressants pour les fonctionnalités proposées. Aujourd'hui, une pièce de tôlerie est modélisée directement en pliant virtuellement une tôle. Un perçage est placé d'un simple clic sans avoir à réfléchir sur le choix des formes volumiques, au sens mathématique, et adopté pour modéliser son intention technologique. Les modeleurs 2D. Ce type de modeleur offre des fonctionnalités très limitées. Il en reste peu qui n'offrent pas de fonctionnalités tridimensionnelles. La CAO2D a permis dans les années 1970 et 1980 aux entreprises d'entamer le processus d'informatisation de leurs méthodes de dessin et non encore de conception. On parlait alors de DAO et non encore de CAO. Ces logiciels ont permis la phase d'intégration des plans papier par scannerisation et reconnaissance automatique de forme et ou retouche manuelle. Citons le très célèbre logiciel AutoCAD de la société Autodesk qui a commencé par être un simple logiciel 2D et qui intègre à l'heure actuelle la plupart des fonctionnalités avancées du 3D. Les éléments géométriques de base en sont les points, les droites, les segments, les cercles, les arcs de cercle, les coniques en général, les courbes complexes de type Bézier, B-spline ou NURBS. Ces courbes complexes sont généralement construites par contrainte, c'est-à-dire passage par des points, tangentes aux courbures imposées en certains points. Tous les éléments filaires cités précédemment sont unidimensionnels, donc ils se représentent par le biais d'un paramètre indépendant et ils sont représentés à l'écran sous la forme de fils de fer. Ils peuvent former un nouvel élément, par exemple la section ou contour, comme le montre la figure ci-contre. C'est un élément connexe, fermé et formé par un contour extérieur et éventuellement des contours intérieurs. Une section intègre la notion d'intérieur et d'extérieur et permet la mise en jeu de routines de hachurage automatique et de calcul de surface. De plus, il est possible de disposer d'opérations d'union, d'intersection et de soustraction de contours pour former un nouveau contour. Le modèle 2D est peu riche. Par contre, il est rapide à mettre en œuvre et à modifier. Il est assez standard dans le sens où il s'importe et s'exporte bien entre logiciels de CAO. Par des standards d'échange sans beaucoup de pertes d'informations. Il se prête bien à un paramétrage de ces éléments et à la résolution automatique de chaînes de cotes. Le modèle filaire 3D est un modèle de deuxième génération où l'objet est représenté par ses bords en 3D. Ce modèle reprend les éléments vus précédemment dans la modélisation 2D. On parle plutôt de représentation filaire ou fil de fer ou en anglais wireframe. Et y adjoignent aussi des éléments surfaciques non bornés, donc infinis, définis par la seule expression analytique. Par exemple, le plan, le cylindre infini ou le cône infini ou la sphère. La construction par contrainte s'applique aussi à ces surfaces. On a droite passant par un point et orthogonale à un plan. Et on peut déterminer des courbes par intersection des surfaces. Conique résultat de l'intersection d'un plan et d'un cône. En somme,
Les formes sont définies par des surfaces infinies et des arêtes, comme des segments ou courbes bornées. On n'a toujours pas de notion de surface bornée appartenant à la forme. On dit alors face. On ne peut donc pas avoir une visualisation de la forme avec traitement des parties cachées. On peut simplement avoir un traitement d'arête cachée qui permet une perception 3D à l'écran et lever les éventuelles ambiguïtés comme on le voit sur la figure. On ne peut bien sûr pas estimer la surface, le volume, le centre de gravité et la matrice d'inertie d'une pièce. En CAO mécanique, le modèle filaire sert essentiellement à définir des points et lignes de construction de brouillons, ainsi que des surfaces élémentaires, points et lignes servant à la définition des surfaces complexes et des volumes. La CAO en tant que telle a débuté à la fin des années 60 du siècle passé avec la modélisation des surfaces complexes ou formes libres. En effet, tous les grands constructeurs automobiles et aérospatiaux ont développé dans ces années-là des logiciels internes de modélisation de surfaces dans 3 buts importants. Faire de la simulation d'usinage, notamment générer la trajectoire des outils d'usinage de la surface, d'estampage, de montage. Deuxième but, c'est effectuer des calculs d'aérodynamique. Et enfin, comme troisième but, juger de l'esthétique à partir d'images de synthèse. À la fin des années 70 et au début des années 80 du siècle passé, ces logiciels maison devenant trop lourds à gérer et le marché de la CAO devenant adulte, des sociétés d'édition de logiciels de CAO se sont créées. Par exemple, la société Matra Data Vision crée le logiciel Euclid à partir du logiciel Unisurf de Renault. Et Dassault Aviation crée la filiale Dassault Systèmes qui commercialise au travers du catalogue de logiciels IBM le célèbre logiciel CATIA. En fait, ces modeleurs ont préparé le terrain aux modeleurs de troisième génération où l'objet est représenté en 3D par ses surfaces limites. On parle là de Boundary Representation, BRP. Les éléments surfaciques sont assemblés pour former une enveloppe étanche qui renferme l'espace 3D occupé par l'objet modélisé. Actuellement, tous les modeleurs géométriques 3D utilisent un noyau surfacique destiné principalement à la définition géométrique des formes gauches dont on ne connaît pas la formulation analytique. Un modeleur surfacique permet en général de définir la peau du modèle. Il permet de définir des géométries complexes non modélisables en volumique. C'est le cas notamment des hélices, des obs, des turbines. Il permet de décomposer le modèle en patchs ou carreaux élémentaires qui sont ensuite cousus. Couturer les surfaces enveloppes d'une pièce afin de générer un solide comme l'illustre l'exemple ci-contre. Un modeleur surfacique doit permettre de couper un volume par une surface pour obtenir un modèle solide. Un modeleur surfacique doit définir d'une façon claire la topologie d'un objet en 3D. En particulier, un modeleur de type BREP doit garantir que l'objet créé par l'ensemble des surfaces forme une partition complète de l'objet, de l'espace. Les contraintes posées en général par la conception de formes libres sont nombreuses et nécessitent l'utilisation de courbes et de surfaces paramétriques dont la particularité est l'invariance sous des transformations élémentaires. Rappelons ces contraintes. Donc le modèle doit appartenir à une classe de fonctions continues suffisamment dérivables pour autoriser une manipulation mathématique. Le modèle doit être facile à manipuler et à stocker dans un ordinateur. Le modèle doit permettre l'évaluation d'un point courant par une procédure simple avec un nombre restreint d'opérations. Le modèle doit permettre de mettre au point des algorithmes d'intersection à coût faible. Les manipulations des paramètres du modèle par le biais d'une interface doivent pouvoir se faire d'une façon intuitive. Et enfin, ce modèle doit permettre de couvrir une grande variété de formes qui sont
d'utilisation courante dans la CAO ou la FAO. Dans un modeleur volumique, le solide est représenté par l'espace 3D occupé. Il existe deux approches de base pour obtenir un modèle volumique. Le modèle CSG, Constructive Solid Geometry, et le modèle BREP, Boundary Representation. En modélisation volumique, la notion de topologie devient primordiale pour la modélisation de solides. Cela permet de définir en particulier la notion d'intérieur et d'extérieur, et donc cela permet d'introduire la notion de matière, et en conséquence, on peut effectuer des calculs d'inertie, de masse ou de surface mouillée. On peut déterminer le centre et la matrice d'inertie nécessaire à une simulation de dynamique multicorps, effectuer un calcul de structure nécessitant de passer par le maillage du volume, bénéficier de la fonctionnalité si importante de détection d'interpénétration des pièces lors d'une simulation de mécanisme, générer des plans 2D avec des hachurages automatiques. En général, dans les logiciels de CAO actuels, les modeleurs CSG et BREP collaborent souvent à cause de leur complémentarité naturelle qu'on va détailler dans la suite. Voyons de près en quoi consiste le modèle solide CSG. C'est le premier modèle volumique apparu vers 1970. Il consiste à construire un solide par opération booléenne, union, intersection, soustraction entre des solides élémentaires paramétrés dits solides primitifs en nombre limité, comme les sphères, cônes, cylindres, parallélépipèdes, tores, prismes, pyramides, etc. Comme vous pouvez le voir sur la figure. La conception d'un solide complexe revient donc à créer un arbre binaire dit arbre CSG, dont les nœuds sont des opérations booléennes et les feuilles des solides primitives. Pratiquement, il est très intéressant de pouvoir éditer graphiquement cet arbre CSG avec toutes les fonctionnalités liées, coupure d'une branche, insertion d'un solide primitif ou d'un autre arbre CSG. Le modèle CSG a séduit les concepteurs car il présente un formalisme simple et il est d'une grande ergonomie d'utilisation pour couper, coller dans l'arbre CSG par exemple. Il permet aussi un stockage compact des données dû aux définitions analytiques des solides primitifs. De plus, il présente quelques facilités de modification. Il est quelque peu paramétré dans le sens où il est possible de modifier les dimensions ou la position d'un solide primitif et de demander de reparcourir l'arbre CSG pour recalculer la géométrie. Les avantages supplémentaires du CSG par rapport au modèle surfacique sont directement issus de la notion de matière. Diverses routines ont été développées au-dessus de ces assemblages de solides primitifs pour donner des résultats volumiques. Des routines plus évoluées calculeront des courbes d'intersection, effectueront des projections, sections et coupes automatiques d'un solide dans des vues 2D. On peut résoudre des problèmes d'interpénétration de matière lors des simulations de mécanismes en calculant même à tout pas de simulation le solide intersecté. Les résultats massiques concernant la masse, centre de masse et matrice d'inertie sont enfin calculables. On peut également citer une approche originale de maillage d'un solide CSG complexe à partir du maillage de ces solides primitifs et d'opérations d'union et d'intersection et de soustraction de maillage. Cette méthode présente le grand avantage de mailler en utilisant les symétries des solides primitifs et donne aux mécaniciens un vocabulaire pour exprimer ses préférences heuristiques de maillage. Pourtant, 4 grands types d'inconvénients existent pour le CSG. Le mode de construction
CSG oblige le concepteur à se mettre dans un carcan réducteur de pensée. Il s'adapte au modèle et non l'inverse. En effet, un concepteur devant son écran ne raisonne pas en termes d'opérations booléennes, mais de formes tridimensionnelles qui remplissent une fonction et qui devront être usinées et dont on devra obtenir un brut. C'est au concepteur de gérer la cohérence fonctionnelle des solides primitifs entre eux. Deux solides primitifs qu'on rond tangent ne le sont pas que numériquement. En effet, il y a dans ce cas une ambiguïté pour l'opération d'union. Les modeleurs réagissent différemment à cette situation. Cela peut générer de petits trous à l'interface ou faire échouer le logiciel avec des divisions par zéro. Pour éviter ce problème numérique, il faut volontairement faire interpénétrer les solides primitifs, problématique très éloignée de la conception. Il est à noter que les deux derniers problèmes cités sont résolus avec les modeleurs sous contrainte qu'on verra plus loin, en enregistrant formellement la tangence entre les deux solides primitifs. Dans la pratique, pour effectuer les calculs d'un solide complexe à partir de son arbre CSG, il s'avère nécessaire d'effectuer une approximation de solides primitifs, c'est-à-dire une facétisation des cylindres, des cônes, des sphères, etc. Ainsi, les calculs massifs se feront dans le meilleur des cas avec une précision spécifiée au départ. De plus, on maîtrise mal les courbes d'intersection des composants et les trajectoires d'outils générés par le biais de code CNC et risque ainsi d'être de mauvaise qualité. Il n'y a pas d'intégration entre le mode solide CSG et le mode surfacique qu'on a vu précédemment. Ce mode surfacique qui permet seul d'avoir des formes complexes. Ainsi, avec le seul modèle CSG, on ne peut pas concevoir toutes les formes volumiques désirées. C'est assurément la plus grande limitation du modèle CSG. À une forme résultante peuvent correspondre plusieurs modélisations CSG. La représentation par les frontières BEREP est apparue vers 1985. Elle s'apparente à la modélisation surfacique mais avec une représentation par les frontières exactes. On parle là de boundary representation où les faces et les arêtes sont de type canonique comme courbe ou surface, apôle, NURBS, etc. Alors qu'un solide CSG s'apparente à un assemblage de Lego, le modèle BEREP s'apparente à un assemblage de peaux surfaciques qui seraient cousues entre elles pour former un volume. La structure de données informatique d'un modèle BEREP est composée de points caractéristiques de l'enveloppe du solide ou sommet topologique, d'éléments filaires de l'enveloppe du solide ou arête topologique, une arête étant limitée par deux points et pointant informatiquement sur ces points, de faces topologiques limitées par un certain nombre d'arêtes et pointant dessus. À toute face est associée la notion d'intérieur et d'extérieur. Ces faces forment une boule topologique, c'est-à-dire que les peaux sont cousues de manière étanche et forment un volume. Nous avons représenté sur la figure de la diapo le cas d'un solide sous la forme d'une pyramide. On voit qu'il peut être décomposé en un ensemble d'éléments topologiques, face plus arête plus sommet. Cet ensemble est représenté par la structure informatique qui apparaît à droite et on voit très bien comment chaque élément d'un niveau donné pointe vers un autre élément de niveau supérieur. Dans le contexte de la modélisation BEREP, on a mis au point des opérateurs topologiques pour ces structures de données
dit opérateur d'Euler, pour vérifier la propriété de boules topologiques et permettre d'effectuer sur deux modèles BEREP des opérations d'union, de soustraction et d'intersection. On constate, d'après cette structure de données, que de nombreuses fonctions de construction de surfaces évoluées, comme le lissage, l'extrusion, la révolution, vont pouvoir servir à concevoir des volumes BEREP à condition d'utiliser des contours générateurs fermés. Les calculs de surface mouillée et de volume sont très précis dans ce cas-là. La détermination des trajectoires d'outils est très précise en utilisant les modèles BEREP, car on utilise directement la définition biparamétrique des surfaces et le vocabulaire topologique du BEREP exprimant proprement les connectivités d'éléments va permettre au sein des modeleurs sous contrainte de régler le problème de tangence évoqué pour les solides CSG. Le modèle BEREP est très puissant car il permet au concepteur des modifications plus ou moins locales des frontières de son volume, chose que le modèle CSG ne permet pas. Il peut s'agir de translation d'un point d'éléments filaires connexes s'adaptant, de la modification d'un élément filaire, comme par exemple remplacement d'un segment par une courbe spline, les faces connexes s'adaptant à ces modifications, de déformation locale d'une face, décalage parallèle, dépouille, bombé ou creux, de déformation plus globale du volume BEREP comme des arrondis ou des chaufferins. Sur la figure, on a représenté un cas simple pour construire le modèle BEREP. On a utilisé des entités géométriques simples de type point, courbe, ligne et surface, et des entités topologiques comme sommet, face et arête. Ainsi, chaque face est limitée par des arêtes, chaque arête est délimitée par deux sommets. Dans les modeleurs 3D actuels, les modeleurs CSG, BEREP et surfacique collaborent pour élaborer des volumes complexes de manière la plus pratique pour le concepteur et la plus transparente pour lui. La figure ci-contre illustre par exemple cette collaboration pour la construction d'un modèle 3D d'une pièce de révolution. On voit très bien que même les modèles 2D et filaires 3D peuvent y contribuer pour construire la même pièce. Tout d'abord, le modèle BEREP est le modèle intégrateur ou fédérateur des surfaces et des solides CSG. Il permet de laver de tous, de modéliser les formes les plus complexes et de les soumettre à toutes les applications comme le calcul des volumes et le rendu réaliste ou l'usinage. Le principe général de collaboration est de travailler avec les seuls solides CSG tant que cela est possible, car ce modèle est d'une grande facilité d'emploi et d'un codage économique. Dès qu'on voudra avoir une forme évoluée, il faudra utiliser un volume BEREP évolué, comme un tuyau par exemple, et faire des opérations booléennes entre volumes BEREP. Pour cela, il faudra convertir le volume solide existant en un volume BEREP. Pour continuer sa transformation, celle-ci est peu à peu devenue transparente pour l'utilisation. Cette conversion ne pose aucun problème informatique car un arbre CSG correspond à une seule forme dont on obtiendra les faces pour construire le modèle BEREP. Il est important de noter que la conversion inverse du modèle BEREP au modèle CSG est de manière générale impossible, à cause, d'une part, de l'ambiguïté d'interprétation relevée par exemple sur la figure. À une forme peut correspondre plusieurs volumes CSG. D'autre part, le volume BEREP est plus riche que le volume CSG et on commettrait des approximations en facettisant les faces complexes du BEREP. Lorsque les volumes évolués BEREP ne suffisent plus, il faut passer par la construction d'une surface évoluée. Par la suite, il faudra greffer cette peau
Sur le modèle BEREP, diverses opérations existent, du simple remplacement de peau lorsque les frontières des deux faces remplacées et remplaçantes sont identiques, au remplissage de volume entre le BEREP existant et la peau. Ces opérations entre modeleurs surfaciques et volumiques restent malgré tout très techniques, car plusieurs solutions existent généralement au sein du même logiciel pour aboutir au volume désiré et plusieurs voies qui semblent apparemment possibles au concepteur peuvent n'aboutir à aucun résultat. La qualité d'un logiciel de CAO tient alors à la flexibilité avec laquelle il est possible d'atteindre un résultat et à la clarté des messages d'échec, voire à la pertinence des moyens d'investigation de ces échecs au sein du modeleur. L'espace de conception d'un produit est composé par trois axes principaux: la fonction, la forme et la matière. Le processus de conception est le chemin que parcourt le concepteur dans cet espace pour aboutir à l'objet à concevoir. Cet espace est émergé dans un ensemble de contraintes que l'on peut nommer l'environnement du produit. L'imaginaire et la créativité du concepteur au départ sont limites, sont contraintes, mais il faut se limiter quand on passe dans la réalité des choses. Il faut respecter les contraintes de l'environnement du projet. Nous pouvons donc dire que la conception est un processus d'élaboration progressive des contraintes, puis de satisfaction de ces contraintes. Les logiciels ont tenté de satisfaire cette définition en introduisant progressivement la prise en charge de ces contraintes d'environnement dans les différentes variantes des modeleurs graphiques proposés sur le marché dans les différents logiciels. Ainsi, dans un processus de conception d'une pièce, on définit un ensemble de contraintes géométriques élémentaires de type tangence, parallélisme, superposition de points, de droites, de plans, etc. Si l'on prend par exemple l'exemple de la figure, qui est celui du montage d'un arbre en liaison pivot par rapport à un bâti, par l'intermédiaire de deux roulements, ce montage doit remplir la fonction de l'idée en rotation, l'arbre étant soumis à un couple orthogonal à son axe et donc sujet à flexion. La limitation de la flèche de l'arbre nécessite par exemple une bonne tenue structurelle qui va imposer une distance L minimale entre les deux roulements. Il faut donc pouvoir jouer sur cette cote dans un cycle d'analyse-modification et obtenir instantanément la géométrie désirée par le concepteur. Cette cote, elle, est dite cote fonctionnelle car elle répond directement à la fonction de bon comportement exigée à la flexion. L'augmentation de la distance L doit donc provoquer l'allongement de l'entretoise pour conserver les appuis sur les deux roulements, ainsi que l'allongement de l'arbre de manière à garder le même dépassement de la partie filetée nécessite un vissage de l'écrou. Auparavant, avec les modeleurs classiques, les changements de dimension de l'arbre et de l'entretoise ainsi que le déplacement d'un roulement et de l'écrou étaient réalisés successivement par translation et changement de dimension locale de tous les éléments de géométrie. Il ne pouvait pas y avoir de propagation automatique de modification car la logique de conception du mécanicien n'était pas stockée dans le modèle. Cette logique de contraintes géométriques sont ici celles du montage de l'arbre. Le premier roulement s'appuie sur l'épaulement, le deuxième roulement est à une distance L. L'entretoise s'insère entre les deux, l'écrou s'appuie sur le deuxième roulement et l'arbre dépasse d'une certaine longueur de filetage pour permettre le vissage de l'écrou. Outre le fait d'enregistrer les contraintes géométriques d'un système mécanique, la modélisation sous contrainte doit donc permettre de décliner une géométrie à partir d'une indication sur les codes fonctionnels. Une code fonctionnelle est en premier lieu une code qui pilote directement une dimension entrant dans la finalité même de la pièce, c'est-à-dire dans la fonction que celle-ci doit rendre. Ce sont aussi les codes fonctionnels les plus importantes
qui serviront à décliner une gamme de produits de différentes tailles. Un jeu de ces codes permettra, dans un catalogue, de référencer un produit. L'évolution des systèmes de CAO a été marquée par la tentative d'intégrer au modèle purement géométrique d'autres informations non géométriques et à des niveaux différents. Par exemple, les contraintes d'ingénierie ou les features. Ce sont les modeleurs de 5e génération. En français, les features se traduisent par identité ou caractéristiques. Il existe des features de plusieurs types, en particulier des features de forme pour la géométrie. On a intégré au modèle de base des entités permettant de tenir compte du processus de fabrication et des différentes contraintes associées. Les entités peuvent être géométriques, mais aussi technologiques. La modélisation par features associe les informations fonctionnelles et d'ingénierie aux informations géométriques et de forme dans le modèle produit. Ainsi, dans les systèmes de CAO de la 5e génération, qui sont appelés également systèmes de CAO basés sur l'historique, ils sont capables de capturer l'intention de conception d'un utilisateur d'origine, car le logiciel se souvient et applique les contraintes entre les objets construits par le concepteur. Lorsque l'utilisateur travaille, le logiciel crée une arborescence d'historique des fonctionnalités qui suit toutes les relations et tous les paramètres et stocke l'ordre dans lequel l'utilisateur crée les fonctionnalités. Une fois une pièce construite, les utilisateurs n'ont besoin que de saisir des variables pour modifier un modèle préprogrammé. Comme conclusion, on peut dire que durant les années 1970, les logiciels de CAO n'étaient que des logiciels de DAO. Ils ont évolué petit à petit grâce d'une part à l'augmentation des performances du matériel informatique et d'autre part à la recherche dans le domaine du logiciel qui a donné naissance à plusieurs générations de modeleurs. Au début, les éditeurs de logiciels de CAO se limitaient à fournir aux concepteurs des outils pour concevoir une géométrie, la plus complexe soit-elle. On a assisté ainsi à l'apparition des modeleurs filaires, surfaciques, CSG. Avec l'avènement des modeleurs BREP, qui a permis d'atteindre l'objectif de modélisation graphique avec aisance, on s'est rendu compte, en prenant un peu de recul, que la finalité d'un modeleur de CAO n'était pas de concevoir et de stocker une seule géométrie, mais de pouvoir décliner plusieurs géométries basées sur une même architecture, sur un même principe de conception, avec seulement des différences d'ordre dimensionnel. Cela en introduisant la modélisation paramétrique sous contrainte. Ainsi, pour accélérer le processus de conception, on a introduit dans les logiciels de CAO modernes la conception sous contrainte, ce qui a permis d'étendre en aval le processus de conception au processus de fabrication avec les concepts de features et de design for manufacturing. Et également, il a permis d'intégrer dans la conception les différents métiers qui interviennent ensemble. C'est l'ingénierie simultanée concurrente.